Vous êtes sur CGTN français en direct depuis Beijing et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Essentiel, une émission qui décryptera tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la crise Russie-Ukraine. La Russie a massé plusieurs dizaines de milliers de troupes à sa frontière avec l'Ukraine, faisant craindre à certains une possible invasion militaire. Et ce qui a amené les États-Unis à réagir en menaçant Moscou de sanctions massives. Des négociations tendues ont eu lieu hier à Genève entre Russes et Américains pour tenter de trouver une sortie à cette crise. Et l'intégrité de l'Ukraine est au cœur des discussions, mais les grands dossiers des pourparlers dépassent largement la question ukrainienne. En ce qui concerne la crise, s'agit-il d'une réaffirmation de la puissance russe avec les faibles attentes des deux côtés? Peut-on envisager une recrudescence des combats ou au contraire un éventuel apaisement du conflit? Et nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouvent avec moi Zhang Shanhui et Nicolas Hiruzin, commentateurs de CGT1. Et en ligne avec nous, Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales, et également Elsa Sureux, correspondante de CGT1 à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Shanhui, quelle est la situation actuelle? Alors, cette tension entre l'Ukraine et la Russie et aussi avec les États-Unis ne date pas d'hier, puisque ça date déjà depuis quelques dizaines d'années. Alors qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette question est revenue en premier plan de la scène? Puisqu'on va d'abord remonter un tout petit peu l'histoire. À partir du septembre 2021, le président ukrainien Zelensky s'est rendu visite aux États-Unis. C'est là où il a rencontré Joe Biden, qui a promis en fait d'envoyer des munitions, plus de blindés, plus de missiles et des armements légers à l'Ukraine. Et rien en fait qu'en 2021, si on totalise les aides américaine vers l'Ukraine, en fait, on peut en effet on peut constater une assistance sécuritaire d'une valeur de 450 millions de dollars. Et donc, en fait, on peut dire que les États-Unis a beaucoup influencé surtout depuis quelques mois, l'Ukraine. Et c'est un mois après que la Russie, en effet, a envoyé à peu près 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine. Et après, en riposte, l'Ukraine, à partir du mois de novembre 2021, a également envoyé à peu près 125 000 personnes sur la frontière, donc dans l'est de l'Ukraine, dans cette région de Donbass. Et après, nous avons également constaté que le gouvernement ukrainien a incité plus de femmes à s'engager à l'armée. Donc, on voit que l'Ukraine est en train de préparer peut-être des activités ou des armements encore plus important depuis quelques mois. Donc c'est là d'où vient la tension entre les États-Unis et la Russe. C'est vrai que l'Ukraine, comme vous dites tout à l'heure, a profondément divisé géopolitiquement et politiquement entre les politiques, on va dire, pro-russes et pro-occidentales, a toujours été un point chaud. Donc les négociations ont eu lieu hier à Genève. La Russie et les États-Unis n'ont donné aucun signe de resserrement de leur divergence sur l'Ukraine. Après près de 8 heures de négociations à Genève, Moscou a déclaré à Washington qu'il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Et de leur côté, les négociations américaines ont rejeté la demande de la Russie d'interdire la poursuite de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et malgré aucune avancée réalisée, les deux parties ont proposé de poursuivre les pourparlers. La rencontre entre la Russie et les États-Unis a eu lieu à la mission américaine auprès des Nations Unies à Genève. Elle était dirigée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov et la vice-secrétaire d'État des États-Unis Wendy Sherman. Les partis l'ont qualifiée de session extraordinaire du dialogue de stabilité stratégique entre les États-Unis et la Russie, qui est normalement conçu pour éviter toute possibilité de confrontation nucléaire. C'est la troisième fois que les deux parties se rencontreraient ici depuis le sommet Poutine-Biden à Genève en juin 2021. Les deux présidents avaient alors convenu de reprendre les pourparlers. Cette rencontre a porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire en Ukraine. La Russie a déployé plusieurs milliers de soldats à proximité de la frontière avec l'Ukraine, ce qui, selon Washington et Kiev, a indiqué clairement une invasion potentielle. La Russie a démenti les projets d'invasion et une fois de plus, après les pourparlers de lundi, elle a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine.
Cependant, la Russie veut des garanties des États-Unis que l'OTAN ne s'éteindra pas à l'Ukraine. Moscou considère l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une menace directe pour sa sécurité. Les États-Unis ont qualifié ces demandes de non viables et ont déclaré qu'un pays ne pouvait pas changer les frontières d'un autre par la force. Les deux parties ont qualifié leurs discussions de difficiles mais professionnelles. Les deux parties ont précisé que la réunion visait à s'entendre et que toute décision devrait être prise à la fin de la semaine après le pourparlers avec l'OTAN à Bruxelles et l'OSCE à Vienne. La Russie a fait savoir que les pourparlers avec l'OTAN seraient essentiels et qu'elle avait besoin de certains mouvements de la part de l'OTAN pour trouver un compromis et un équilibre des intérêts. Et donc les négociations sont tendues avec les faibles attentes des deux côtés. Le secrétaire d'État Antonio Blinken, il a même déclaré qu'il ne pense pas qu'ils vont avoir des avancées dans la semaine à venir. Et Nicolas, est-ce qu'on doit rester pessimiste? Que peut-on en tirer jusque-là? Non, on va pas besoin d'être pessimiste, hein, mais c'était un petit peu attendu aussi, hein, vu les exigences de la Russie, hein, ce qu'elle avait proposé, les demandes, hein, les exigences, hein, c'est même pas des demandes, c'est des exigences très fortes, notamment pas d'extension de l'OTAN, ne pas avoir de troupes de l'OTAN stationnées dans tous les pays au bord de la frontière avec la Russie. Donc ce sont des exigences extrêmement fortes. Et les Américains, évidemment, et les Européens, les alliés de l'OTAN, n'allaient pas accepter ces exigences très facilement. Donc on a l'impression que c'était vraiment un coup de pression de la part des Russes et que les discussions commencent seulement, c'est le début, les positions sont tellement éloignées qu'il va falloir du temps et plusieurs réunions et des rencontres, notamment face à face Russie-États-Unis, mais après avec les pays de l'OTAN, avec l'Organisation de défense de l'Union européenne, donc c'est pas très étonnant, mais au moins il y a un début de discussion. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait preuve de fermeté sur les questions qui leur sont très importantes, mais les deux parties ont laissé la porte ouverte à de nouvelles discussions comme ce qu'ils ont prévu. Voilà. Elsa, le cœur de discussion porte bien sur la question de l'Ukraine et de l'élargissement de l'OTAN, on le sait, mais selon votre constat, est-ce que le président Poutine veut utiliser l'Ukraine pour réaffirmer la puissance russe, comme le pensent certains médias occidentaux? Alors avant de répondre à votre question, Sandra, je vais me permettre de faire un tout petit point historique, puisque souvent le passé aide à mieux comprendre la situation du présent, et rappeler un petit peu le rôle et le contexte de la naissance de la création de l'OTAN. C'est une organisation qu'on cite souvent sans vraiment comprendre forcément son contexte de création et savoir à quoi elle sert. Donc, nous sommes 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monde se divise en gros en deux catégories. Donc, il y a le clan des vainqueurs, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et leurs alliés, et le clan des vaincus, donc l'Allemagne, l'Italie, le Japon et leurs alliés. Alors, nous sommes en 1949 et il faut savoir que à cette époque-là, le morcellement du traité de Yalta, en fait, le partage de l'Europe du traité de Yalta qui avait été décidé par Staline, Roosevelt et Churchill commence déjà à se morceler. Et c'est cette même année, en 1949, le 4 avril, qui voit la naissance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, qui est une alliance entre pays majoritairement occidentaux. Et donc, cette OTAN est née dans un contexte de pré-guerre froide. Et en fait, si vous voulez, pour résumer, le rôle de l'OTAN, c'est une organisation à la fois militaire et politique qui a majoritairement, entre guillemets, servi entre 1955 et 1991 pour contrebalancer l'OTAN qui avait été créée du côté soviétique, ce qu'on appelait le pacte de Varsovie. Donc, si vous voulez, entre 1955 et 1991, il y avait d'un côté l'OTAN, majoritairement les pays occidentaux, et le pacte de Varsovie, la Russie et le bloc soviétique. Donc cet OTAN, il a vu la naissance dans un contexte de guerre froide, on l'a dit, et elle regroupe maintenant 30 pays signataires. Donc il y a 30 pays signataires à l'OTAN, dont majoritairement, comme je l'ai dit, des pays occidentaux, plus la Turquie. On ne peut pas vraiment considérer comme un pays occidental qui est à cheval entre l'Asie et l'Europe. Donc les troupes de l'OTAN, elles ont joué un certain rôle militaire dans des conflits qui ont eu lieu sur le sol européen, notamment en ex-Yougoslavie, mais c'est à peu près à ça que ça se limite. J'ai vu par exemple dans un papier hier qui était très intéressant qu'en fait les exigences de la Russie avaient ressuscité l'OTAN qui dormait un petit peu en état de mort cérébrale. On peut dire un peu ça comme ça, puisque c'est vrai que le rôle de l'OTAN n'était pas significatif ces dernières années. On saute maintenant en 1997, là il y a eu une sorte de réchauffement
entre l'Occident et la Russie, donc cette année-là en 1997, qui a vu, alors là j'ai besoin de mes notes parce que c'est un petit peu long, c'est l'acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelle entre l'OTAN et la Fédération de Russie, qui a été signé à Paris le 27 mai 1997. Et donc là, c'était vraiment un signe de réchauffement, puisque le bloc soviétique n'existait plus, donc il y avait la Russie. Et on y a vu effectivement, un réchauffement des relations entre la Russie et l'Occident, dont on pouvait se féliciter. Parallèlement à ça, l'OTAN a signé la même année, en 1997, une charte de partenariat avec l'Ukraine, ce que la Russie a vu d'un très mauvais œil, et je crois que Shanwei et Nicolas l'ont très bien dit, il y a toujours eu une friction de ce côté-là. La Russie n'a jamais approuvé un rapprochement potentiel entre l'OTAN et l'Ukraine, qu'elle a toujours considéré comme une sorte de petite sœur, enfin en tout cas, ce sont des pays à l'âme slave, donc ils se considèrent qu'ils ont un petit peu un terrain, une histoire commune. Et en juillet 1997, le ministre russe des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Evgeny Primakov, a qualifié l'élargissement de l'OTAN comme la plus grosse erreur géopolitique qui a été commise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça voulait vraiment dire que la Russie n'avait pas du tout apprécié les velléités de rapprochement entre l'OTAN et l'Ukraine. Donc, pour enfin répondre à votre question, oui, il s'agit bien d'une réaffirmation très forte de la Russie, de sa puissance. En fait, Vladimir Poutine, le cœur de son projet pour l'Ukraine, en fait, c'est de traiter directement avec les Américains sans avoir à passer par l'Union européenne ou par l'OTAN. Pour lui, c'est les États-Unis qui sont toujours les maîtres du jeu en Occident. Donc Poutine, il veut traiter directement avec les Américains. Il ne veut pas s'embarrasser du reste. Et son projet, c'est que les États-Unis n'aient plus un seul pied, une seule prise en Europe de l'Est. Voilà, donc le bloc Europe de l'Ouest, en fait, il s'en fiche un petit peu, enfin je veux dire, c'est pas son problème. Lui, il ne veut pas plus de présence américaine, quelle qu'elle soit, en Europe de l'Est et principalement en Ukraine. Voilà. Donc oui, il s'agit bien d'une réaffirmation de sa puissance. Il veut prouver que la Russie est un partenaire incontournable et que sur un plan géopolitique et diplomatique, elle est là, elle est bien présente et il faut traiter avec elle, sinon ça risque de mal se passer. Donc, comme vous dites, le rôle de l'OTAN est de plus en plus critiqué et polémique. Et donc, pour vous, la Russie c'est le moment pour la Russie de montrer son influence sur la sécurité européenne aussi. Sachant que le mois dernier, la Russie a envoyé un projet d'accord à l'OTAN et un projet de traité aux États-Unis sur les garanties de sécurité en Europe. Donc, en fait, Moscou a demandé à Washington d'empêcher une nouvelle expansion vers l'est de l'OTAN et la Russie a également exigé que les États-Unis et l'OTAN ne déploient pas d'armes offensives dans ces pays voisins. Et donc, Monsieur Xu, est-ce qu'on peut craindre une escalade du conflit qui aille jusqu'à menacer la sécurité du continent européen? Il y en a plusieurs questions. Moi, j'essayais de développer un peu mon point de vue. Premièrement, c'est que l'Ukraine, c'est le clé, et c'est un acteur dans le conflit, mais absent total dans la négociation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prouve sa position, je dirais que sa position, je dirais très secondaire, quand il s'agit de la décision de son destin. Le deuxième, c'est que l'Union européenne reste encore une fois de plus, je dirais, l'acteur secondaire dans le partage, dans le repositionnement, dans l'arrangement géopolitique de l'Europe, si vous voulez. Et troisième, je pense que oui, même si aujourd'hui le monde bipolaire, Washington, Moscou, c'est fini, mais les États-Unis et la Russie, la Fédération de la Russie, deviennent toutes sortes, disons, les acteurs principaux dans certains partis, notamment concernant l'arrangement des affaires européennes. Concernant, je pense que les revendications et l'éventualité de l'escalade, peut-être, moi, je pense que la Russie, si on observait par exemple depuis 30 ans, sa position, c'est plutôt une série de reculs. D'abord, pays de l'Est, et après les Baltes, Caucase, et de plus en plus jusqu'à la porte de tout ce qu'on peut qualifier le monde slave. Tout, par exemple, cette réaction, bien sûr très
même on peut dire que parfois c'est brutal concernant, je dirais, la Biélorussie et l'Ukraine. On se souvient par exemple, 7 ans avant, cette reprise qualifiée par certains annexions de la Crimée. Alors qu'aujourd'hui, quand il s'agit par exemple d'Ukraine, si on voit par exemple l'exigence de la Russie, moi je pense que c'est, comme on dit, il définit une ligne non franchissable à un certain point. Voilà, vous avancez maintenant jusqu'à toucher le foyer culturel, le cœur du monde slave. Arrête là, sinon j'aurai des réactions beaucoup plus violentes et imprévues. Concernant, je dirais, l'escalade, en gros, moi je pense qu'aujourd'hui, avec les nucléaires, avec d'autres, c'est que ce serait probablement une prolongation du conflit plutôt interposé. Parce que finalement, c'est que ce soit sur la faisabilité, que sur, je dirais, la réputation, sur les moyens disposés, etc., il est impensable que Moscou de nouveau fait une guerre totale classique avec l'Ukraine en les occupant. Mais probablement c'est que par le soutien dans l'est du pays, c'est le Donbass, Kharkov, etc., même peut-être y compris Osaka, etc., ça peut être au maximum, je dirais, plus qu'un bien territorial pour en prétexte de renforcer sa sécurité. Et que de côté de l'Occident, moi je ne pense pas qu'il y ait un engagement massif, significatif, réel, pour réarmer, je dirais, l'Ukraine, faire la guerre. Mais probablement c'est qu'en profitant de cette situation, faire, disons, orienter plus, pousser l'Ukraine dans ce qu'on peut qualifier le monde occidental. Là, c'est tout à fait possible et c'est ce que justement c'est que Biden et Bruxelles est en train de faire. Vous suivez l'émission L'Essentiel et on attend toujours vos messages pour participer à notre discussion. On parle du point chaud, l'Ukraine. Géopolitiquement, l'Ukraine partage une longue frontière avec la Russie et l'Europe. Elle ne fait ni partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. Et donc géopolitiquement, c'est d'une région toujours sous tension. La Russie est accusée par les États-Unis d'une potentielle invasion militaire contre l'Ukraine avec plusieurs dizaines de milliers de troupes à sa frontière. Les négociations ont eu lieu hier à Genève entre Russes et Américains. L'intégrité de l'Ukraine est au cœur des discussions, mais les grands dossiers des pourparlers dépassent largement la question de l'Ukraine. Cette mission diplomatique à Genève avec les relations américano-russes qui sont à leur plus haut niveau depuis on va dire la fin de la guerre froide, il y a 3 décennies. Les discussions passeront ensuite à des discussions à Bruxelles et à Vienne. Et donc, quel est votre ressenti déjà après ces premières négociations? Sentez-vous une recrudescence de combat ou un éventuel apaisement du conflit, Nicolas? Moi, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'avait dit Elsa aussi, sur le fait que l'OTAN, c'était plutôt en mode cérébral, la mort cérébrale, et qu'on a l'impression qu'avec la pression exercée par la Russie pour définir sa ligne rouge, comme M. Chu avait dit, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez plus avancer, on a l'impression que ça y est, l'OTAN a repris forme, que les alliés vont commencer à se reparler, à essayer de redéfinir un petit peu quel est le rôle de l'OTAN de nos jours. Et c'est intéressant pour voir la suite des événements à ce niveau-là, en fait. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les rencontres prévues demain et après-demain. Oui, aussi pour le 13 janvier, le 12 janvier et le 13 janvier. La première, ce sera avec l'OTAN. Et puis le deuxième, c'est via l'Organisation pour la sécurité et la coopération pour l'Europe. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que là, si on regarde cette rencontre entre la Russie et les États-Unis, en fait, on a bien vu que c'est plutôt passé pacifiquement et calmement et que la Russie, encore une fois, a réaffirmé qu'ils n'ont pas qui n'ont pas cette intention forte de l'invasion. Donc je pense que Russie, c'est plutôt, il s'est
peser sur sa propre position, qui est toujours de garder cette relation et cette distance, ni trop loin, mais pas ni trop proche avec l'Ukraine. Et on sait que les pourparlers sont bien sûr autour des tensions le long de la frontière de l'Ukraine, mais ils portent également sur les récentes propositions de la sécurité de la Russie. Et maintenant, Monsieur Ossu, la Russie exige que les États-Unis et l'OTAN signent des traités pour retirer les forces de l'OTAN stationnées sur le sol d'alliés en Europe centrale et orientale. Et en fait, la Russie veut une garantie que l'Ukraine ne rejoignera jamais l'OTAN et l'Union européenne. Est-ce que, théoriquement, cela est possible? Très peu faisable. Je pense que, premièrement, c'est que la Russie a gagné tactiquement le premier pas, c'est de faire venir les Américains sur la table en discutant ouvertement sur la question de la Russie, de l'avenir de la Russie. Mais c'est tactiquement. Ce qui est réel, c'est leur revendication, exigence. Exigence, comme quand on fait la négociation, il faut proposer, il faut demander le maximum. Mais en réalité, probablement, ce qui est compté, ce qui est faisable, c'est intermédiaire. Alors, il y aurait plusieurs scénarios, je pense, effectifs. L'un, c'est que formellement, l'OTAN ou les États-Unis fait une certaine promesse sur certaines, je dirais, de ne pas franchir certaines lignes rouges. Voilà, non-adhésion ou le reportement, etc. Ça, moi, vu par exemple l'évolution d'orientation politique de Kiev, c'est pas du tout faisable. Et deuxième, c'est revivifier l'accord de Minsk, c'est-à-dire que voilà, maintient un certain statu quo, par exemple, de l'Est de l'Ukraine par négociation, et que finalement, ce qui a placé l'Ukraine stopper ou ne pas aller trop loin dans sa jonction, je dirais, dans cette adhésion institutionnelle dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Là, probablement, il y a beaucoup de fourchettes, beaucoup de points qu'on peut discuter. Et le pire, bien sûr, c'est escalade de conflit sans pour autant tenir les grands conflits, mais simplement c'est que l'avenir ou l'intégrité de l'Ukraine serait totalement, fondamentalement mis en question. Il serait non seulement perdre la Crimée, mais aussi l'est du pays. Et aussi, les États-Unis n'ont pas montré de signe de compromis. Au bout d'un moment, on se sent, est-ce que c'est pas la vieille stratégie, c'est-à-dire que chaque partie présente des exigences irrecevables et ensuite prétend que l'autre partie ne soit pas coopérative et utilise cela comme une justification pour continuer à faire ce qu'il envisage de faire depuis longtemps en fait. Et puisqu'on parle de la sécurité européenne, dans ce cas, il ne faut pas écarter les pays européens dans le jeu. Elsa, est-ce que les pourparlers pourraient affaiblir la cohésion transatlantique puisque les Européens ne font pas partie de la discussion et surtout cela intervient à un moment où il y a une incertitude occidentale avec les États-Unis, la Chine, une nouvelle coalition en Allemagne, et ainsi les élections en France? Alors vous avez raison Sandra, hein, et comme l'a dit Monsieur Su également, l'Union européenne c'est un peu toujours le parent pauvre, hein. On se rend compte diplomatiquement dans toutes les situations internationales, c'est toujours un petit peu celui qu'on met un petit peu de côté, qui n'a pas vraiment de poids, on ne sait pas trop. Alors pourtant, dans la conférence de presse qu'il a donnée le 7 janvier dernier avec Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, qui est le nouveau président, on en a parlé la semaine dernière de l'Union européenne pendant 6 mois, donc l'Ukraine fait aussi partie de ces dossiers, même si vraiment l'Union européenne n'est pas directement concernée dans ce conflit. Lui, il dit qu'il ne peut pas y avoir de solution sans que l'Europe soit consultée. Donc on comprend bien ce qu'il veut dire. Ce conflit Russie-États-Unis n'est pas possible. Il faut le poids de l'Europe. Sauf que on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, Poutine, lui, il veut parler avec Biden. Hein, les interlocuteurs intermédiaires ne l'intéressent pas. Mais
Mais Emmanuel Macron, lui, on sait qu'il il respecte la Russie. Hein, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la volonté du dialogue avec Moscou. Il avait reçu Vladimir Poutine en grande pompe au château de Versailles. Enfin, on sent qu'il y a quand même un respect entre Poutine et Macron. Sauf que là, il se trouve que Macron, il n'a pas été tellement sollicité pour ces discussions concernant l'Ukraine. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent, en fait. Vous parliez du rôle de l'OTAN. Alors, par exemple, dans l'OTAN, comme je le disais tout à l'heure, il y a la Turquie. Alors, la Turquie, c'est pareil. Quel est son rôle aussi là-dedans? Parce qu'elle a forcément son mot à dire, mais comme on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment hyper copine avec les États-Unis ou l'Europe, il y a des alliances avec la Russie, mais ce n'est pas toujours non plus très clair. Donc, comment tout ça, ça peut s'imbriquer, se travailler ensemble, c'est un peu compliqué. Et comme l'a dit Nicolas en plus tout à l'heure, les Américains, ils sont arrivés en mode de toute façon, cette semaine, il n'y aura rien de fait, on va jamais y arriver. Donc, dans ce cas-là, pourquoi vous vous rencontrez si vous savez que rien ne va se passer? Enfin, je veux dire, c'est un peu un jeu de dupe, en fait, un petit peu tout ça. Et si on revient sur la France, puisque depuis janvier, la France a pris la présidence de l'Union européenne en plus, et donc le président Macron a indiqué vouloir maintenir le dialogue avec Moscou. Alors, qu'est-ce que la France défend vraiment? Parce que la France défend, c'est un dialogue permanent, total, et elle refuse évidemment la guerre. En plus, il ne faut pas oublier, vous parliez aussi de l'Allemagne tout à l'heure, elle a son importance aussi parce que Vladimir Poutine, il a quand même un levier très fort qui est le gaz naturel. Et ça, pour l'Europe, si jamais on froisse la Russie plus qu'il n'en faut, on peut être menacé là c'est en hiver, on a besoin de chauffage, et si la Russie nous coupe les vivres, ça va être très compliqué. Et ça, la France et l'Allemagne ne veulent absolument pas de conflit ouvert avec la Russie. Donc ça, ils sont très clairs là-dessus. Surtout qu'il y a le nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui va bientôt rentrer en service. Et si Nord Stream 2 ne rentre pas en service, ça va être très compliqué. Donc Poutine le sait, il sait qu'il a un levier de puissance énergétique très 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 fort. La France et l'Allemagne ne veulent pas de conflit avec la Russie, elles ne veulent pas non plus froisser les États-Unis, même si depuis la crise des sous-marins de l'été dernier, il y a eu un léger rafraîchissement, on peut dire. Donc la France, c'est un petit peu les fesses entre deux chaises, si vous me passez l'expression, c'est un petit peu dialoguer avec Moscou, ne pas froisser Washington, conserver la paix en Ukraine. Donc tout ça, c'est un équilibre presque intenable. En tout cas, les Européennes ne sont pas... En tout cas, je pense que les pays européens ne sont pas écartés du jeu puisque les membres de l'OTAN vont participer à une réunion entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord demain, le 12 janvier, et une autre rencontre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui rassemble tous les pays d'Europe, les États-Unis et la Russie est aussi prévue le 13 janvier. Et pour la France, qui a pris la présidence de l'Union européenne, aura son rôle fondamental à jouer. Et donc les objectifs de la Russie et des États-Unis sont bien éloignés l'un de l'autre d'après les premières négociations. Et donc cette négociation est susceptible d'être un processus à long terme de combat et de négociation. Nous allons continuer à suivre l'évolution et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Shenhui et Nicolas. Merci Elsa et Monsieur Chu. On se donne rendez-vous tous les mardis et jeudis. À très bientôt sur CGTN Français. Passez une très bonne journée.